Ici Sylvain des Hôtels, c'est parti pour 17 minutes de fad car le pôle est en ligne. 17 minutes sur la formation à distance en enseignement supérieur animée par l'équipe soutien, accompagnement et formation, cette fois sur le thème Allumer l'étincelle, motiver à distance. On vous a demandé par sondage sur nos réseaux, c'était quoi votre plus grand défi que vous rencontrez pour soutenir la motivation dans de vos étudiants à distance? Puis les réponses les plus populaires qu'on a obtenues, maintenir cette motivation et accompagner sans surcharger. Merci beaucoup. On prend note de vos questions sur nos réseaux et sur notre site web. On vous met les liens dans le clavardage tout au long de l'épisode, sinon en bas de la vidéo dans la description. Pour répondre aux questions sur le thème de la motivation, aujourd'hui, trois invités qui sont autour de la table, mes collaborateurs habituels et des gens qui sont de retour. Tout d'abord, Caroline Bourque, conseillère pédagogique au pôle d'expertise intra d'enfade. Bonjour, Caroline. Bonjour. Éric Cloutier, conseiller en technopédagogie au Cégep de Thetford. Salut, Éric. Bonjour. Et Marie-Josée Tondreau, technopédagogue au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Allô, Marie-Josée. Bonjour tout le monde. Je commence avec la première question qui s'adresse à Caroline. Caroline, comment favoriser la motivation des étudiantes et étudiants en formation à distance? Oui, en fait, c'est pas une question simple. Je vais tenter de proposer des pistes concrètes de réponse, tout en précisant qu'il n'existe pas de solution logique. Donc, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à cette question. J'ai d'abord fait une recension d'un certain nombre d'études pour ressortir les facteurs qui influencent la motivation des étudiants en formation à distance et je les ai classés en 5 grandes dimensions. La personne apprenante qui est au centre, l'activité pédagogique, la personne formatrice, la technologie et les collègues. Ensuite, j'ai rencontré un petit groupe d'étudiants à qui j'ai demandé « Qu'est-ce qui te motive, toi, dans ta formation à distance? » Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'à part quelques exceptions, ces personnes ont ressorti les mêmes facteurs que ceux que j'avais moi-même recensés. Donc, à partir de ces informations, j'ai développé un cadre synthèse que vous pouvez consulter dans la thèse mise en lien dans le clavardage. Donc, si je reviens à ta question, Sylvain, concrètement, qu'est-ce qui favorise la motivation des étudiants? Voici ici des exemples concrets issus de ce cadre synthèse que j'ai développé. Donc, on a d'abord la dimension apprenante qui est au centre, avec un certain nombre de facteurs qui appartiennent à la personne. Ses caractéristiques personnelles, son contexte familial, professionnel. Ensuite, il y a la dimension de l'activité pédagogique. Par exemple, la pertinence du cours, son lien avec la pratique professionnelle des étudiants. Pour la personne formatrice, on peut penser aux facteurs suivants: sa disponibilité, sa compétence, les rétroactions qu'elle va offrir à ses étudiants. Pour la technologie, la diversité des outils est importante, la structure de la plateforme aussi. Et enfin, pour les collègues, on peut penser à la collaboration et aux interactions entre eux. La ressource motiver, encadrer et soutenir qu'on vous partage ressort plusieurs pistes intéressantes qui vont dans le même sens que mes propos. Donc, en conclusion, j'aimerais attirer votre attention sur 2 constats. Premièrement, il faut prendre en compte la réalité des étudiants qui sont dans nos cours. La dimension de la personne apprenante est au centre de tout et chacun perçoit les facteurs de sa formation à distance de façon différente. Ainsi, un même facteur peut être motivant pour l'un, mais démotivant pour l'autre. Pensons par exemple à la collaboration entre collègues qui plaît à certains, mais moins à d'autres. Donc, mot-clé ici qui me vient: écoute, flexibilité et adaptation. Deuxième constat, l'importance clé de la personne enseignante. Cette personne elle a beaucoup de pouvoir pour agir sur les autres dimensions. Par exemple, mettre en place une activité pédagogique de qualité, des outils technologiques adéquats, des moments d'interaction et de collaboration. C'est donc à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle. C'est une moins bonne nouvelle si on songe à la pression que ça peut faire ressentir à la personne enseignante. Mais c'est quand même une bonne nouvelle quand on réalise tout le contrôle qu'on peut avoir sur la situation, sur la motivation de nos étudiants, comme enseignantes et enseignants. Donc, je vous suggère la théorie des petits pas. Puis je vous invite à vous donner des objectifs concrets et réalistes, sachant qu'un seul changement peut faire une grande différence. Effectivement, merci. Motiver, encadrer et soutenir, là, on l'a mis dans le clavardage, là, les conseils d'une conseillère pédagogique qu'elle donne à ses profs.
Quelle bonne idée en passant d'interpeller son conseiller pédagogique dans son établissement. Merci Caroline. Je me tourne vers Éric maintenant. Question pour toi. Comment tenir compte des besoins et caractéristiques individuelles des étudiants? Et ça, c'est tout un défi, c'est toute une question, Sylvain. Tenir compte des besoins de chacun, c'est sûr que ça peut aider à augmenter la motivation, hein, si je me sens interpellé. Je commencerai en vous disant, les gens qui m'ont déjà entendu, j'ai souvent dit, si tu enseignes en ligne et que tu as l'air d'une vidéo YouTube, ben, pourquoi tu ne te mets pas sur YouTube? Hein? Carrément. Ça a l'air ça a l'air un petit peu péjoratif comme ça, mais il y a quand même des avantages à en tirer. Parce que si je mets ma vidéo sur YouTube, là, l'étudiant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire play, pause. Il peut mettre à vitesse moins 1.5 parce que ça va trop vite. Il peut augmenter la vitesse. Il peut afficher les sous-titres. Donc, au lieu de faire un grand exposé dans un Teams où l'élève peut, c'est long, je lui donne le moyen, je lui donne du contrôle à adapter à ses besoins ma prestation magistrale. Parce que c'était une prestation magistrale que je voulais faire. Donc, c'est un premier moyen d'aider l'étudiant, de répondre un peu mieux à ses besoins. Je vous ai envoyé une petite ressource, les 10 astuces pour améliorer la qualité de vos vidéos sur YouTube. Ben, c'est intéressant, tant qu'à les mettre sur YouTube, de faire quelque chose qui est bien, hein, parce que veut pas, aussi, on est en concurrence contre tous les YouTubers de ce monde, donc essayons de faire quelque chose de qualité qui va intéresser les gens et qui va répondre à leurs besoins. On va continuer en parlant de la structure. Pour répondre aux besoins des gens, il faut leur fournir un contenu en ligne, en synchrone ou en asynchrone qui est structuré. On va parler d'environnement numérique d'apprentissage. Par exemple, dans Moodle, c'est un outil, c'est un environnement numérique d'apprentissage qui est facile à structurer, qui va être beaucoup mieux qu'un espace de dépôt Teams où on drag and drop, comme on dirait en bon français, tous nos documents, puis on dit à l'élève, retrouve-toi là-dedans, je t'ai fait des dossiers. T'sais. Donc, d'aller structurer l'information, ça va être une autre façon d'aider l'étudiant puis de mieux répondre à ses besoins. Par exemple, si je choisis d'y aller avec une équipe Teams, par contre, ben, ça serait peut-être intéressant de faire un site SharePoint qui va nous permettre de mieux structurer l'information, qui va se rapprocher peut-être de ce que Moodle peut faire, mais et qui va être plus intéressant. Pour ça, je vous envoie une ressource de l'AQPC, donc un atelier qui expliquait comment faire un site SharePoint pédagogique qui pourrait être intéressant pour vous. Troisième point. Ben, on parle de techno. Vous voyez, je suis dans le trait de terre à terre. Il y a plein d'outils qui sont disponibles. Comment je vais faire le choix de l'outil pour fournir du matériel, créer du matériel ou présenter des choses à mes étudiants? Ben, on peut essayer d'y aller avec certains critères. Est-ce que je peux combler différents canaux de représentation? Je m'explique. Peux-tu combler plusieurs besoins en même temps? Donc, représenter l'information ou la manipuler. Parce que oui, on peut la manipuler. Si je mets des post-it dans un tableau blanc puis que les élèves prennent les post-it, les déplacent, en écrivent, mettent des pouces en l'air sur des choses, on manipule l'information, la représenter, des schémas. Est-ce que l'outil que je choisis peut visualiser et écouter? Est-ce que l'élève peut visualiser l'information, mais aussi écouter? Donc, les gens qui aiment mieux écouter, ça va répondre à leurs besoins. Puis la personne comme moi qui aime les images, puis les analogies, va peut-être être comblée aussi par le fait même. Lire, imager, donc, etc. Donc, il y a plusieurs façons de représenter l'information. Donc, le choix de l'outil, là, je peux vous en nommer un paquet. OBS Studio pour la capture vidéo dans laquelle on va pouvoir intégrer des images de façon plus facile. Canva, Clipchamp dans Microsoft pour faire du montage vidéo super facile et se mettre sur YouTube par la suite. Les whiteboards de ce monde, Figma pour la conception. Les Jamboards, donc tous les tableaux blancs qui sont disponibles. Puis je terminerai avec une ressource qui vient de vous être rendue disponible, qui est un article, un atelier qui a été fait par Immersion CP qui parle de Descript, qui est super bien pour faire du podcast, donc des vidéos, du montage, ajuster les différents podcasts, qui peut être intéressant aussi pour nous aider à créer du matériel qui va mieux répondre aux besoins de nos étudiants.
Je te lance la Ah, balle, Sylvain. super. Hey, merci, Eric. Oui, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Je vous invite à aller fouiller. Je vais mettre la lumière sur le dernier lien qu'on a partagé. Descript pour le montage audio-vidéo d'une grande simplicité, tu l'as dit. C'était en septembre, là. Ça vient juste de paraître que notre collègue Clara Diane Charles d'Immersion CP a publié ça. Elle avait donné un atelier main sur les touches sur cette ressource-là. Je vous invite à aller lire son article dans lequel elle pose d'ailleurs les bases d'une réflexion sur les enjeux éthiques et de sécurité. Puis juste en dessous de l'article en question, il y a un lien pour aller tester l'outil à votre tour. Question numéro 3 et dernière pour aujourd'hui. Marie-Josée, comment recueillir l'appréciation des étudiants et connaître leur niveau de motivation ou comment savoir si nos étudiants sont motivés dans nos cours? Ça aussi, c'est une bonne question. Caroline en a Mhm. fait un petit peu le début. En fait, elle en a parlé au début de la rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation, comme Caroline le dit, c'est très volatile. Tu sais, une journée, on est motivé, une journée, on ne l'est pas. Des fois, on est très, très motivé, des fois, on l'est peut-être un peu moins. Et ce qu'on doit savoir également, c'est que la motivation, c'est très intrinsèque. On ne peut pas motiver un étudiant. Donc, c'est juste lui qui a le droit de se motiver, il y a juste lui qui peut se motiver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est justement d'aller chercher une façon d'encadrer nos étudiants pour qu'ils puissent aller chercher cette motivation-là de faire les choses. Donc, je vous ai mis un article en premier lieu qui a été fait par des chercheurs sur la motivation, les stratégies, en fait, d'engager les étudiants. Puis, je vous envoie aussi un super Geniali qui a été fait par l'Université de Sherbrooke sur l'engagement des étudiants. Et plus on va mettre des activités qui vont permettre d'engager l'étudiant dans son propre apprentissage, plus on a des chances que nos étudiants deviennent plus motivés. Donc, ça en fait partie. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les avoir, mais ça nous permet justement de mettre des choses en place. Cependant, il n'y a rien qui nous empêche dans notre planification pédagogique, parce qu'en enseignement à distance, la planification pédagogique, elle est extrêmement importante. Donc, si je me garde du temps dans ma planification pédagogique, de dire, hey, je vais prendre du temps avec mes étudiants, je vais leur poser la question, comment vous avez trouvé le cours? Comment vous trouvez les stratégies pédagogiques? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des besoins qui sont pas répondus par rapport à la façon qu'on fonctionne aussi, justement pour pouvoir aller chercher des stratégies, de l'information pour pouvoir justement remettre des activités un peu plus engageantes dans la classe et de garder ceux qui fonctionnent aussi. Donc, ça va nous aider de pouvoir aller chercher le pouls. Donc, il n'y a pas seulement que les sondages auprès des étudiants pour savoir ça fonctionne-tu, ça marche-tu, aimes-tu ça. Donc, on peut y aller aussi verbalement, aller chercher ce pouls-là auprès de nos étudiants. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si je vois, moi, que, fait 2 cours que Sylvain ne vient pas à son cours. Qu'est-ce que je fais? Donc, de communiquer directement avec Sylvain, justement, pour dire, hey Sylvain, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas? Et non de dire, hey, là, ça ne va pas bien, il faut que tu sois présent. Non, de dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider? Parce que là, je t'inquiète pour ta réussite à toi. Moi, je l'ai fait dernièrement encore, puis il y a une étudiante qui m'a écrit qui me dit, hey, Madame Tondreau, vous êtes la seule qui a communiqué avec moi pour me dire que vous étiez inquiète de ma réussite. Puis après ça, elle a toujours participé, ça l'a comme motivée à revenir dans la classe puis à se donner au maximum. Donc, ça vaut vraiment la peine Ben de oui, c'est tout faire ces simple. communications-là. Tout simple, mais ça peut être vraiment très bénéfique. Et il y a aussi tout ce qui est la courbe d'attention aussi. Quand je parlais de planification pédagogique, toute la courbe d'attention que nos étudiants ont. Donc, on sait que nos étudiants, en théorie, ont une courbe d'attention d'environ 7 minutes, qui ont la possibilité de rester attentifs. Donc, si je décide de faire de la théorie pendant 2 heures, il y a des grosses possibilités que ça nuit à la motivation de mes étudiants. Donc, si je suis capable de faire des activités entre ça, au lieu de leur donner des explications à pu finir puis qu'ils ne peuvent pas les mettre en application, il y a des grosses chances aussi que nos étudiants perdent cette motivation-là et que mes outils d'encadrement sont plus ou moins adéquats.
Tout ce qui est en lien, Éric en a parlé, tout ce qui est en lien avec la CUA, donc la conception universelle d'apprentissage, donc avoir plusieurs façons de montrer des choses, plusieurs façons de donner des choses, ça aussi, ça peut rentrer dans la motivation. Éric nous en a parlé, donc c'est super bien. Je vous ai mis une infographie parce que moi, j'adore les infographies de l'HEC. Je suis une fan finie de ça. Puis ça vous permet de pouvoir visuellement de voir les séquences de cours qui pourraient être engageantes pour pouvoir justement aller chercher la motivation de vos étudiants. Mais en fait, moi, ce que je veux vous retenir là-dedans, là, c'est prenez le temps de jaser avec vos étudiants en groupe et de façon individuelle. C'est bénéfique par rapport à un sondage, même si les sondages, des fois, nous permettent de pouvoir avoir un pouls qui est un peu plus gros que de pouvoir aller sonder tous nos étudiants. Je sais que des fois, ce n'est pas facile. Donc, c'est vraiment la suggestion que moi, je vous offre ce matin. Wow, merci. Oui, toutes les ressources sont dans notre liste. Vous allez pouvoir les consulter. Quand on en a parlé aussi entre nous, on a évoqué ces activités de récolte d'informations dans Moodle. Là. C'est de choisir des types d'activités qui sont plus engageantes pour les cours à venir. Il y a des fois des petits changements comme ça qui ont des grands impacts, comme offrir la modalité de notion à comprendre, d'étiqueter certaines composantes. Tantôt, Éric parlait de brasser de l'information. Tout en étant confortable sur un appareil mobile, mettons, il y a un accès là, qui favorise les choses. Bref, question qui reste ouverte, on en a fait le tour rapidement, là, mais voilà, il y a encore plein de ressources à explorer. C'est pour ça qu'à tête reposée, vous pouvez aller dans notre liste de ressources ou ressources complémentaires, allez voir ça. D'ailleurs, parlant de ressources, un mot là-dessus. On n'en a pas tant que ça des ressources éducatives numériques qui ont été répertoriées sur la motivation à proprement parler. Donc, si certains d'entre vous aimeraient travailler en créer une, en adapter une, on a un appel à projet pour financer ce genre de projet-là qui va être lancé là, au début de novembre, le 4 novembre, je me souviens bien. Surveillez nos annonces. Parlant d'annonces, d'abord, le prochain rendez-vous du pôle est en ligne. Le pôle sera en ligne le 19 novembre sur le thème du chaos à la clarté, l'art de planifier en formation à distance. Dans le clavardage, vous avez le lien pour vous y inscrire, apprécier ou poser vos questions.